Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle FAQ avec Fred après un week-end extraordinaire, vraiment. Ça nous a fatigués, mais en tout cas c'était une expérience inouïe, on s'est vraiment régalé. C'est top, ouais, On on vous s'est régalé. remercie encore à tous pour tous les messages, tous les gens qui sont venus à notre rencontre, tous les entraîneurs aussi qui m'écrivent pratiquement tout le temps pour nous féliciter ou faire nos formations. On est en train de travailler avec Fred le format en fait de la formation qu'on va vouloir du coup promouvoir. Ça sera vraiment dédié aux entraîneurs, donc du coup aux coachs. Il y aura plusieurs modules, Ouais. hein, le système endocrinien en corrélation avec le sport, la biomécanique aussi, des mouvements, que ce soit dans le spécifique ou dans la préparation physique. Et on vous apprendra un peu notre vision, on vous partagera avec nous tous nos tips, etc. Donc les amis, voilà, hein, merci, hein, il n'y a On a que eu ça à plein de dire. messages aussi pour les. Enfin, des gens qui sont venus nous voir pour les t-shirts. Ah, pour les t-shirts aussi, les amis, on va pas On va. tarder à voir Ouais, le design. ouais. Parce que comme je vous dis, on a pris une dessinatrice. Hein. On vous fera le design et après on balancera ça. Et si ça plaît, ben, on lance la production et on n'en parle plus. Hein. Ouais. On fera ça. Donc on a eu beaucoup de questions. Et on va essayer d'y répondre. Alors, première question. Serko Aslan qui nous dit, est-ce qu'on peut développer son cardio à l'infini? Donc, C'est-à-dire. Ah, donc son cardio à l'infini. Est-ce qu'on peut le développer à Ah, l'infini? moi, personnellement, je pense pas. Je pense qu'il y a une grosse part de génétique. Après, on peut le développer comme tout. Enfin, on peut développer la force, on peut tout développer. Après, pour moi, le cardio, je pense qu'il y a une très grosse. Plus le temps passe, plus je pense que la part de génétique dans le. Enfin, d'inné dans le cardio, elle est importante. Oui. Alors, effectivement, le cardio, bien entendu, qu'on ne peut pas le développer à l'infini. Hein. Sinon, eh bien, alors, il Oui. suffirait de s'entraîner et tout le Hmm. monde aurait un cardio quasiment Hmm. illimité. Hein. Ouais. En gros, Donc, la question c'est est-ce que tout le monde peut avoir un cardio illimité avec de l'entraînement, c'est ça? En gros. non, non, je veux dire, il veut dire à force de l'entraîner, je la Ah, prends comprendre comme ça. d'accord. Est-ce qu'on peut le développer infiniment? C'est une bonne question, hein, parce que Hmm. jusqu'à où va arriver la progression? Ouais, la Mais limite c'est un peu physiologique. comme, tu sais, les études sur l'obésité, tu t'aperçois qu'arrivé un moment, les gens ne grossissent quasiment plus, Hmm. malgré le fait qu'ils consomment énormément de calories. Hmm. Et du coup, non, mais c'est vachement intéressant. Et surtout, ça va un peu dans le sens c'est des études qu'on lit sur la respiration. Parce que depuis qu'on a fait le podcast avec Gandil, on s'est beaucoup documenté avec Fred sur le sujet. Et tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui a été validé concrètement, pratiquement, à part le NO. Hein. Hmm. Bien sûr, c'est la seule chose réellement qui a été validée scientifiquement parlant. Et même, je te dis, je suis allé voir du coup, je crois que c'est sur, je sais plus, sur Wim Hof, son site, il a carrément levé la bibliographie. D'accord. Donc les études sur lesquelles il se basait, il les a carrément levées. Hmm. Parce qu'il s'est fait attaquer en fait. D'accord. Donc, parce qu'en fait, il a repris des passages qui n'avaient rien à voir en fait Hmm. avec le sujet de discussion. Par contre, là, les amis, on est en train de chercher un truc avec Fred, Ah ouais. un outil vraiment extrêmement intéressant. Vous savez qu'en ce moment, j'étudie beaucoup les sarcomères, je vous l'ai expliqué, la titine, etc. Ça m'a amené sur les télomères et j'ai écouté d'ailleurs une conférence d'un grand chercheur israélien sur le sujet. Et c'est un peu en rapport avec la respiration. Et là, je vous dis, Un bientôt j'aborderai ce outil, ouais. sujet. On Hmm. n'en dit pas plus Ouais. parce que ça sera le sujet d'une vidéo qui, je pense, peut être passionnante. Donc non, malheureusement, on ne peut pas développer le cardio Non. à l'infini. Arbitrian qui nous dit, est-ce qu'à côté du MMA, il faut faire du spécifique comme le grappling ou que du MMA? Bon, ça c'est une question qui revient régulièrement. Hmm. C'est toujours par rapport aux lacunes de chacun. Hmm. Alors j'ai eu pas mal de questions ces derniers temps sur ce sujet-là, donc c'est pour ça qu'on va en profiter pour répondre. Ouais. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire à quelqu'un, toi, Fred, qui va dans un club de MMA? Bah, il y a une époque, je t'aurais dit, tu vas faire du spécifique et après tu mélanges le tout. Après une autre époque, je t'aurais dit, il faut mélanger, commencer directement par le MMA et après faire du spécifique un peu à côté. Aujourd'hui, je te dis, va là où il y a la meilleure pédagogie. C'est-à-dire, si vaut mieux faire du bon grappling que du mauvais MMA. Et au final, tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est plus. La priorité, c'est vraiment la pédagogie de l'entraîneur, plus que la discipline en elle-même. Après, l'idéal de l'idéal, ce serait pour moi, enfin, dans le meilleur des mondes, commencer par le MMA pour avoir des formes de corps MMA et petit à petit après faire du spécifique sans non plus trop prendre des mauvaises formes de corps du spécifique. C'est-à-dire
par exemple pour la lutte, être trop bas et trop sur la jambe forte. Ouais, bien sûr. Et par exemple pour le kimono, trop être sur le grip. Donc ça serait pour moi l'idéal. Après, on fait comme on dit, il y a la théorie et il y a le côté, le côté réaliste qui fait que on n'a pas des profs de MMA partout, on n'a pas des profs spécifiques partout. Pas tous les profs se valent. Donc du coup, en réalité, aller au plus compétent. Pour moi, Oui. c'est... Ouais, ça c'est extrêmement important. Et surtout, quand vous allez solliciter un entraîneur, il faut qu'il prenne en considération aussi votre passif sportif et votre projet sportif. C'est surtout ça qui est très important. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans cette frontière entre l'amateurisme, pardon, et le club associatif, hein, et du coup le professionnalisme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a très peu de salles privées en France encore de MMA. La plupart sont des salles municipales. Donc voilà, donc quand on se concentre sur un groupe d'individus, c'est assez difficile de faire le projet de chacun. Après, c'est à vous aussi de vous construire votre propre projet. Voilà, maintenant, j'en veux pour preuve ce que dit Fred, de la Riva, donc du coup le club Arbeto Ramos à Nantes, c'est un club de jiu-jitsu brésilien à la base, et de grappling. Et accessoirement, ils font du MMA et ça ne leur empêche pas de sortir des tueurs. Tu à gage, Voilà, pourquoi? Parce qu'ils ont une très bonne pédagogie au sol, on voit avec Abdoul, hein. Et du coup, ils sortent des mecs, après eux, de leur côté, parce qu'il y a aussi ça qui existe, c'est-à-dire que tu as des mecs qui sont très forts en grappling, qui après derrière vont faire des compétitions, mais eux font l'inverse, c'est-à-dire qu'ils sont en grappling et ils vont s'entraîner de temps en temps un peu en MMA. Voilà. Donc il y a un chemin qui est inversé. On le voit moins quand même maintenant avec le développement, du jiu-jitsu qui est devenu de plus en plus professionnel, où les gens commencent du coup à faire des séminaires, du coup à être rémunérés. On le voit Gordon Ryan, il nous annonce des chiffres qui sont stratosphériques. Mais voilà, c'est plusieurs centaines de milliers par mois, milliers d'euros par mois hein, qui vendent. Et donc du coup, ça prouve quand même qu'on peut s'émanciper, qu'on peut du coup se développer aussi économiquement parlant à travers ces disciplines qui viennent nourrir le MMA. Donc voilà, c'est à chacun de trouver un peu... le club où il va se sentir bien pour durer longtemps aussi. Ça, plein de, et être motivé et aller dans de bonnes conditions. Quoi. Pierre Jouan qui nous dit: qui de toi ou Fred a le plus crié, était le plus chaud devant les combats ce week-end? Ah, moi j'avais plus de voix en tout cas. Moi j'avais plus de voix non plus. Franchement, non. C'est là où on a crié, c'est vraiment pour le combat à Cyril. Ah, pour le combat à Cyril, c'est... Quand il est tombé, qu'après il a gagné, mais là... Ah ouais, c'est le scénario qui fait que tu étais obligé de crier. C'était vraiment... Ce qu'il a fait, tu sais, je me suis repassé le combat, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Franchement, c'est incroyable. Je ne l'ai pas revu depuis. C'est incroyable. Je l'ai pas encore revu. Parce que, comme je vous dis, bon, il est touché sur la droite. Hein. Lui, il dit qu'il s'est réveillé, il me semble, quand ses fesses sont touchées le sol. Mais après, il en prend une. En fait, elle est violente la deuxième parce qu'il ne la voit pas arriver. Quoi. Il se met de côté pour partir. Et l'autre, il le prend. Alors, je pense qu'il ne le prend pas plein fer, heureusement. Et après, derrière, il a cette lucidité. Juste après avoir été mis. Oui. En fait, il tombe et il se tourne pour partir, donc, comme si vous voulez donner son dos, mais pour partir, tu vois. Pour essayer de se relever le plus rapidement possible. Et l'autre, arrivé lancé de tout son poids, il met ces crochets larges que tu mets contre la cage en général, tu vois. Et Cyril le prend, se retourne et bam, part en double leg. Hein, il est qui rentre dans il rentre en double leg. Il l'amène contre la cage et hop, ça lui permet de recomposer. Et c'est lui qui manque de le terminer juste après avec les coups au corps. Et c'était un scénario de malade, hein. Franchement. Et franchement, ça boxe. Tu vois ça? Ouais, c'est. J'étais agréablement étonné parce que quand j'ai revu le combat, même sa gestuelle et tout, ça boxe. Parce que je discutais avec un pote et comme on disait, on s'est tellement focalisé sur ses highlights que sur ses highlights, il enchaîne, il met des crochets, il se jette. Mais au final, c'est pas représentatif de ce qu'il fait en temps normal. Il est vraiment plus posé et tout, et du coup, on pensait plus à un bagarreur que. Et il a l'air de vraiment taper fort. Ouais, et même quand Cyril est parti à fond en lutte, il l'a réesgrimé, mais une vitesse, franchement. Ça m'a étonné aussi, le petit Wizard là qu'il a fait. Et après, le combo est magistral de Cyril. Le combo, quand il fait la pas de retrait, il touche le crochet du droit. Et après, le dernier uppercut, premier homme à déconnecter, ce combattant. Donc on a crié. On a hurlé comme des malades. Non, on était chauds tous les deux. Et surtout que la veille, on était à l'ARES. L'ARES, pareil, on avait été chauds. C'était beau, Non, franchement, c'était régalé. On a passé un week-end vraiment exceptionnel. Un week-end de malade. Alors, Edouard Vion, 974, on a sélectionné ces questions parce que j'ai eu pratiquement que des questions sur l'UFC. Salut Clément, qu'as-tu pensé de l'UFC Paris?
On a fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez la retrouver Ouais. sur la chaîne. Alors maintenant, c'était à chaud la vidéo, on a fait à 1h du matin. Là, c'est à froid. Alors, les amis, moi, j'ai fait un autre UFC au 02 Arena de Londres. Ah, d'accord. l'O2, ouais. Voilà, à l'O2. C'était exceptionnel, c'était Bisping Akiyama, pour ceux qui se rappellent de cette UFC. Il y avait eu Dan Hardy contre Carlos Condit aussi. Ouais. Il y avait Gustafsson, tu m'as eu dit. Gustafsson contre Cyril Diabaté. Et en fait, il y avait eu donc plein de combats. Et dans une salle avec un public anglais qu'on connaît, qui est considéré comme le meilleur au monde, pratiquement, Ouais. le public anglais. Et ça chantait, enfin, bref, c'était un truc de fou. Mais là, ce que j'ai vécu là, alors Ouais. au début, je me suis dit, bon, mais parce que je suis français, alors je l'ai peut-être plus avec l'émotion, tu vois, ce qui est possible, hein. Ouais. Mais quand je vois, tu sais, ils ont fait un montage où tu as les commentateurs du coup américains, brésiliens, tout, et ils commentent la foule française, le public français. Ouais. Et ils disent, c'est incroyable. Tu vois, Ah, ça, wow, qu'est-ce que c'est quand ils chantent la Marseillaise et tout. Tu as les Brésiliens qui disent, ah, c'est le public français, vous entendez. Les autres, les Américains disent, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Ils C'était disent fou. que c'est mieux. Franchement. Et j'ai été étonné. Alors maintenant, pas étonné sur le coup, parce qu'il y a eu une ambiance, tous les Ouais. gens qui étaient présents, et même à travers la télé, tu as vu, tout le monde nous dit qu'ils l'ont senti. Ouais. Tous les gens qui étaient là n'ont aucun doute que c'était sûrement mieux qu'en Angleterre, tu vois. Moi, ça, après, en Angleterre, moi, je sais pas. Moi, c'était, Peut-être y aller, en tout cas, l'UFC que j'ai vu là Ouais. était mieux, Que ce l'ambiance encore au-dessus encore de celui-là que j'ai vu à Londres. D'accord. Putain, il y avait de l'ambiance, hein. Ouais. Mais je sais pas si c'est l'UFC à Londres où il y a eu le plus d'ambiance. Oui, Peut-être que quand il y a ouais. eu Paddy Pimblett et tout, Ouais. c'était encore pire, tu vois. Mais battre là, ce qu'a fait la France avec 15 000 spectateurs, chanter l'hymne national et tout, à un moment donné, pendant le combat, même il a dit, t'entends, il chante, tu vois. Eh bien, ça va être difficile, même pour les autres pays. Ouais. Je pense que s'ils le font en Italie, Ouais. on pourrait pourrait retrouver être un peu bien, ouais. cet Parce que esprit. quand Vettori il est entré avec l'hymne italien, qu'on avait on avait une armée italienne Derrière nous. et ils étaient mais vraiment Ah, ils étaient en transe. En Ils transe. Donc en fait, non, je pense que c'est un peu les pays latins. étaient- ouais. Et comme on était tous heureux, comme on s'est toujours battus tous pour la légalisation aussi, du ça MMA, joue, je ouais. pense que voilà, Parce et ça c'est Le problème, c'est qu'aux plaisir à voir. États-Unis, ils ont l'UFC depuis plus de 20 ans. Enfin, c'est... Oui, et en plus les Américains, c'est pas le même public. Non, en plus, c'est pas... Franchement, pour les supporters, ça n'a rien à voir avec Oui. ce que tu peux trouver au foot en Ouais. Angleterre, où tu vas à Marseille, à l'OM, etc. même Ça en n'a rien à Espagne, voir du au Camp tout. Nou, sûrement, ouais, Non, ils ont moins cette culture, tu vois, quand les Irlandais, ils arrivent pour supporter Connor, t'entends que les Irlandais, hein, Ouais, t'entends c'est pas vrai. les Américains, tu les entends plus. Et en fait, voilà, nous on a quand même cette culture, hein, que je Ouais, pense que c'est un peu un héritage du foot, du foot, rugby, ouais. mais j'ai pu se retrouver l'esprit rugby, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on a eu vraiment une bonne ambiance, une bonne Très bonne atmosphère, ambiance, même ouais. entre supporters et tout, c'était cool. Ouais. Et Et non, après, en non, plus, le fait que les 5 Français gagnent, ça, c'est... bah, Ça, il y a une part de... c'est incroyable. Enfin, les gars, tout était réuni. Voilà, Ouais, c'était. voilà. Vous savez, on a vécu un moment historique. On y était. Vous l'avez vécu en direct. C'est voilà. Je pense qu'on ne se rend pas forcément compte parce qu'on est on est acteur du truc là. Mais au final, ouais, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque c'est chose beau. d'exceptionnel. Et donc l'UFC de Paris, une réussite totale. Même, je vous dis, le merchandising, tout ce qu'ils ont mis Ouais, devant. et tout, sportivement, tout. Il n'y a pas eu de combat, de mauvais combat, entre c'est- guillemets. non, c'était. Franchement, parfait. Et surtout, la chance qu'on a eue, c'est que tous les Français ont eu un rebondissement. Oui, ouais. Tu vois, et ça c'est quand même c'est quand même intéressant, et un rebondissement de tous les Français. Alors je sais, les amis qui avaient des combattants qui étaient blessés, hein, Cyril apparemment était blessé, mais les amis, on va pas parler des blessures. Les blessures, on le sait avec Fred, ça fait partie du lot du combattant. C'est-à-dire que si vous combattez, c'est à votre risque et péril. C'est tout, c'est comme ça. Tous les combattants, tous les sportifs de haut niveau, il n'y en a aucun qui arrive à 100% lors d'un combat. Et Fred en a déjà discuté. ouais. Donc ça ne sert à rien. Oui, moi je vous le dis de source sûre, on le savait avec Fred, Cyril était blessé avant le match. Mais voilà, on ne va pas dire machin et tout. Non. Peut-être que Taille aussi était Ouais, blessé. aussi, On ne ouais. le sait pas. Voilà, tout le monde est diminué. C'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Tout le monde a des problématiques, tout le monde a des pépins physiques. C'est comme ça, c'est tout. Et si tu veux pas avoir ces pépins physiques, eh ben tu combats pas. Ah, Tout simplement, tu te présentes pas le jour du combat. Ouais. Voilà, c'est ça. Du moment que tu te présentes dans la cage, t'acceptes le règlement, t'acceptes tout. c'est plus le problème de ton adversaire si tu es à 100% ou pas. Oui, lui, Donc, lui, il est prêt. sinon, tu perds jamais. Oui. Tu arrives, tu combats, tu dis hop, 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 arrive à un moment où tu as perdu, tu dis hop, on annule parce que moi j'avais mal au coude. Non, c'est pas possible. Donc, les amis, sachez-le,
apparemment tous quasiment, hein, ils étaient blessés. Je sais que Benoît aussi, il a eu un Benoît problème. aussi, il a vraiment. Voilà, il a eu un problème. Mais apparemment tous, ils ont eu des pépins. Hein. Ça, c'est monnaie courante, c'est pour ça que nous, on ne se prononce pas. Kamaru, tu sais qu'il il a eu des problèmes avant. Léon Edwards, tout le monde le sait, il a eu un problème à la main. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que Kamaru il a des gros problèmes au niveau des ménisques. Voilà, même au LCP. Donc voilà, pareil pour Starling, hein, qui a des grosses problématiques au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc voilà. Mais quand tu es sportif de haut niveau, ben, tu serres les dents. Karilin, il a combattu, il avait l'infrêle supraépineux totalement déchiré, le grand pectoral explosé, le tendon de la gouttière occipital qui avait complètement lâché. Et le mec, il a été champion olympique de lutte juste après. Donc comment tu veux faire? C'est le sport de haut niveau, c'est comme ça. Il y a un combattant qui t'a impressionné ou plusieurs combattants à l'UFC? Enfin, à part Cyril, c'est un combattant qui t'a. Tu t'es dit waouh. Ou qui t'a. Ou tu t'es agréablement surpris. Ah oui, Taker. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. Il est fort. Ouais, c'est vrai qu'il est... Franchement, c'est impressionnant. Ouais, c'est la vitesse, fou. C'est impressionnant. Ouais, moi aussi je pensais à lui. Et aussi, il y a... alors lui, il m'a impressionné vraiment, tu vois. Ouais. Mais un truc qui m'a impressionné aussi, c'est... En fait, à l'UFC, les amis, j'ai l'impression qu'il y a vraiment un bond en avant d'un coup, tu vois. C'est-à-dire tu sais, quand on a eu les combats de Gomis, Benoît, tous les combats, et que d'un coup, on a eu le combat de Nasrat avec... comment il s'appelle avec... Ah, je m'en rappelle plus de son nom. Makdessi. Eh ben, j'avais l'impression qu'il y avait quand même un vrai niveau, tu sais, la précision de Nasrat en boxe, mais c'était incroyable, quoi. Ouais, je veux dire. Tu vois, j'ai l'impression que les mecs, tu sais, t'as l'impression qu'entre le top 30, le top 20, le top 10, le top 5, et même entre le top 10 et le top 5, des fois, ou le top 3, tu vois, par exemple, Whittaker, il a fait passer Vettori, mais je te promets que les mecs à côté de nous, qui connaissaient pas le MMA, disaient, mais il est nul ce mec, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et en fait, j'étais là, j'ai dit, quand même, Whittaker, Vettori, c'est le numéro 2, quoi, ou le numéro 3, l'autre, c'est le premier. Mais il peut pas avoir une si grande différence de niveau, quand même. J'adore Nassourdine, mais là, je ne vois pas affronter Whittaker. Ah non, moi non plus. Tu vois, pourtant, je suis un grand fan de Nassour, hein. Mais là, Whittaker, ça m'a fait... Même le double leg à la fin, comme il est parti, à une vitesse... Je vous promets que ça a été bluffant. Ouais. Vous savez, il y a des éléments qu'on ne se rend pas compte à la télé. Par exemple, le timing de Whittaker. Parce que Whittaker, ce n'est pas sa vitesse qui nous a surpris. C'est le timing de ses actions. C'est cette réactivité qu'il a. Ouais. Et Cyril, c'est l'inverse. Cyril, ce qui nous a surpris, c'est sa vitesse d'exécution. C'est-à-dire que... parce qu'il y a eu le combat à Whittaker, c'est pour ça qu'il y en a un qui nous a dit, oui, mais... Vous dites Whittaker, parce que tu avais dit que toi, tu l'avais trouvé plus rapide. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pas plus rapide sur l'ensemble du combat, parce que Whittaker, c'est un 84 kg. Oui. Mais au premier jab de Cyril, c'est-à-dire qu'au premier jab qu'il a mis, il a fait ça, on s'est regardé, tout le monde a fait « Oh ouais. !» On aurait dit que, et effectivement, sur le jab du bras avant, il allait plus vite encore que Whittaker, quand il a amorcé. Mais parce qu'en fait, il a cette vitesse, cette vélocité. Comme il tirait une balle, en fait. Comme si c'était une balle. Et ces petits coups fouettés, j'avais l'impression que c'était des coups de fouet, quoi, vraiment. C'est assez impressionnant avec un gabarit pareil, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Et ça, à la télé, on voit qu'il va vite. Whittaker, on voit pareil qu'il a un bon timing. Mais quand on le voit en vrai, c'est assez impressionnant. Et là, Cyril, je comprends pourquoi il est arrivé au plus haut niveau très rapidement. Parce qu'il a des qualités athlétiques qui sont vraiment rien à voir avec ce qui se fait en face de lui, quoi. Non, tu vois. À ce point-là, c'est pas possible. La façon dont il bouge, la facilité, on a l'impression, tous les gens qui étaient là, ils peuvent en témoigner, il fait quand même 112, entre 112 et 116 kilos, ce garçon, et il est grand, quoi, tu vois, il est énorme, tu vois. C'est fou. Et sa façon de bouger et tout, t'as l'impression, je te dis, qu'il en fait 55, 60 kilos. Et ça, c'est quand même très impressionnant, parce que quand on le voit à la télé, on a cette... tout le monde paraît bon à la télé, tu vois. Ouais. Mais tu vois, je vous dis, Nasrat, quand ça débitait, c'est la précision des coups. Mais tu disais, waouh, tu vois. Tu voyais que, tu vois quand même qu'il y a une différence de niveau entre les mecs, quoi. Ouais. Tu la ressens, cette différence, tu vois. Je parle debout, en striking, parce que Nasrat, lui, ses spécialités, c'est le striking. Mais sa vitesse en Nasrat, elle m'a bluffé, ses contres, tu sais, quand il a anticipé les coups de... Le coup d'œil, c'est... Ouais, franchement, voilà. Et bien ça, c'est voilà. Nasrat m'a beaucoup impressionné en boxe. Mais après, voilà, le courage des Français, quoi. Pour tous, hein, ils ont tous été grands, quoi. Je veux dire, c'était... Non, ça a été vraiment
Comment ça s'appelle? Non, un événement incroyable. Morvan Le Gac qui nous dit avec ou sans musique les séances. Alors il y a des études sur le sujet, Ah les ouais? amis. Ouais, il y a des C'est une études bonne- qui prouvent qu'avec la musique on serait plus motivé. D'accord. Mm. Alors je sais plus si c'était l'échelle RPE, parce que je l'ai lu il y a très longtemps ça. Parce que le premier qu'il avait partagé c'était Do Franco, un préparateur physique américain. D'accord. Que lui aussi avait observé ça. Toi t'aimes avec la musique ou sans musique personnellement? Bah, quand il y a de la technique, j'aime pas mettre de la musique. Mais quoi, en sparring, ouais. D'accord. Sinon, après, j'aime bien, quand je donne des explications, ne pas être trop distrait. Moi je peux pas m'entraîner sans musique. Toi, ouais. Toi, Voilà les dès gars. que t'arrives, pas musique. Moi c'est impossible. Moi il n'y a pas de musique, je sais pas, ça me crée un élan de motivation. C'est pour ça d'ailleurs que je m'étais documenté pour savoir. Et le premier à en avoir parlé c'était Do Franco. D'accord. Donc voilà. Donc oui, moi je te recommande, écoute, si tu aimes la musique. Alors, Reed, Ron, Test Storm 666 qui nous dit trouver un équilibre d'entraînement loisir entre self-défense, pied-point et muscu. Donc en fait, c'est de trouver un compromis d'entraînement. Comment trouver ce compromis, quoi? Self-défense, Pied-point pied-point. et muscu. En gros, il pratique. Je c'est pas- je suppose qu'il parle de la charge d'entraînement, de comment il repartirait ses séances. Si c'est un entraînement loisir, pourquoi ne pas faire la muscu? Tu pourrais faire deux jours de prépa physique, Ouais. donc de musculation, et à côté de ça, un jour de pied-point, un jour de self-défense. Ouais, C'est ouais. pour loisir. Ça suffit amplement. Hein. Ça fait 4 entraînements en semaine, ce qui est déjà très bien. Tu Ouais, sais, je ouais. dis toujours que quand tu es un peu costaud, tu dissuades quand même les gens de venir te voir et te chercher des noises quand même, tu vois. Même s'il y en a qui vont me dire, ouais, non, c'est pas vrai, moi j'étais portier. Oui, moi aussi j'étais portier. Mais je veux dire, c'était les mecs qui avaient bu à la fin, des fois, qui venaient nous embrouiller parce que voilà, ils veulent se tester avec le costaud. Mais en général, dans la rue, quand t'es costaud, jamais personne ne vient t'embrouiller. Ah, tu parles, ouais. C'est une sorte de forme de self-défense. Ça, Voilà, moi, pour moi, c'est une forme de self-défense. de- Je comprends bien que si je vois Francis Ngannou, je vais pas aller l'embrouiller. Peu importe qu'il sache se battre Ouais, ou pas. Hein. je vois ce que tu veux dire, ouais. Non, mais voilà, donc, ouais, être déjà physique, tu vois, avoir une bonne condition physique, donc à travers la musculation pour développer ta masse musculaire. Et après, derrière, avec ton self-défense et ton pied-point, prendre du plaisir, ouais. acquérir de la technique aussi. Ça c'est quelque chose qui est très intéressant. Et surtout, ben, tu lis l'utile à l'agréable, quoi. Ouais. Pour le plaisir, ouais. Après, c'est. Mais ça suffit, hein, ça fait déjà une bonne charge d'entraînement hein, pour quelqu'un de loisir. Hein, ça fait 4 séances par semaine. C'est déjà très bien. Prince Athelwolf, quelle organisation t'a semblé la meilleure? L'ARES ou l'UFC? Niveau mise en place et chaud, merci à toi. Alors c'est ton premier ARES, toi? Ouais. Bah, j'étais bluffé. Ah, franchement, les gars, le Ares, c'est un truc de fou. Franchement, enfin, ce qui m'a choqué, c'est pas le Ares en soi, c'est de me dire qu'ils en font au moins 6 par an. Parce que sur un gala, tu peux faire le gala de ta vie et disparaître après. Ouais, bien sûr, bien sûr. Demain, on fait un gala, hop, on loue une salle de malade et on disparaît. De se dire qu'ils font ça 6 fois par an, répéter la récurrence de ce gala, et qui était franchement d'une qualité, mais c'est l'UFC, c'est l'UFC, parce que bah, c'est vraiment des shows de malade, mais pas tous les UFC sont comme les UFC en France qu'on a vu. Un UFC à Apex, il n'y a pas grand monde. Certains UFC Fight Night où c'est pas. Je suis Ah, sûr c'est ce qu'il y que a j'allais dire, ouais. Ouais, je suis sûr que certains UFC Fight Night sont pas aussi bien que le RS. Ah ben, il y en a qui l'ont. Je sais plus qui c'est qui l'avait dit. Je crois que, je sais pas si c'était Michael Lebou, je sais plus qui c'est qui en a parlé de ça. D'accord. Qui a dit qu'il avait vu un UFC qui était moins bien qu'un ARES. Ouais, ça me choquerait pas. Hein, Mais parce ça, que- je ne serais pas surpris. Ouais. Hein, parce qu'ils en font, je sais pas combien, l'UFC, Oui, ils en font un par semaine ça peut presque. pas être toujours comme en France ou en Angleterre. Mais franchement, les entrées, je les trouve Ah non, plus c'est belles que. c'est incroyable. Franchement, les entrées, le déroulement, les caméras, les commentateurs en anglais, en français. Ah, Franchement, c'est vrai que c'est c'est- assez bluffant, quoi. et je trouve que c'est vraiment. C'est vraiment ce qui manquait pour un. Parce que le Cage Warrior, c'est sûrement très bien et tout. Mais ça reste quand même. Si t'es pas anglais, Oui, c'est pas donc, l'abattoir, oui, tu bien vois, sûr, enfin, bien sûr, c'est. On Là, te quand fait même- venir pour faire briller les autres, quoi. Exactement. Là, quand même, t'as pas ce côté-là traquenard du Cage Warrior ou de la CB ou de la CA. Bien sûr. Et t'as quand même ce côté qualité qui te permet de te propulser vers l'UFC. Parce que tu peux pas passer d'un petit gala régional à l'UFC. T'as vu,
quand on a vu le monde à l'UFC, quand je voyais les combattants, je me suis dit, mais comment ils font pour pas avoir la pression devant Ouais, 15 000 personnes? Heureusement qu'ils ont fait des galas avant. Ah oui, la reste te met dans une condition. Se prépare pour Parce que je l'UFC. crois que tu as entre 3000 et 3500 Voilà, personnes. exactement. T'as une Donc, petite fight week avant. ça m'a impressionné. Franchement, moi, c'est ça qui m'a le plus bluffé, les amis, c'est la Fight Week. Alors là, j'ai pas participé à la Fight Week parce que j'étais pas dans un coin. Mais la Fight Week, les fonds verts, les médias qui venaient tous nous interviewer et tout, j'étais époustouflé. La pesée comme l'UFC, donc la pesée non officielle, la pesée officielle, mais tout, mais vraiment, moi j'ai eu la chance d'être avec Taylor à l'UFC Berlin. Ouais. Donc on est arrivé 2 jours avant, parce qu'elle est un peu plus longue la Fight Week. Eh ben ça ressemblait, on voit que Fernand fait beaucoup d'UFC. Oui, ouais. Énormément. Inspiré Donc il a vraiment ouais. fait un copier-coller avec ses moyens, hein, parce que tu peux pas non plus, tu vois, hein, tu fais comme tu peux. Mais je suis époustouflé et surtout un truc qui t'a bluffé. Ça m'avait bluffé au premier arrêt. Le nombre de personnes. Le nombre de personnes, tu as vu? Ah ouais. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Le staff qu'ils ont, c'est incroyable. Voilà, le staff. Bravo à tous les jeunes du MMA Factory, Management Factory, je sais pas comment ils sont, hein, parce que je connais pas trop, mais en tout cas, sincèrement les amis, bravo pour votre travail, pour votre passion, parce que c'était bluffant. Super, franchement, le déroulement, y a pas, c'est un sans faute, les combats ils déroulent, mais c'est très pro, c'est le speaker, tout, hein, franchement. En fait, l'ARES, c'est un tout petit UFC, quoi. Ouais, voilà. Mais c'est pas péjoratif, hein, c'est pas dénigré, mais après l'UFC, là, on a vu un UFC qui était tellement incroyable que je pense qu'il n'y avait aucune compétition pratiquement au monde qui pouvait contrecarrer ce qu'on a vu là, quoi. C'est très dur de contrecarrer, vous en rendez compte, un gala de sport de combat qui a 15 000 personnes, il te faut faire Joshua contre je sais pas qui, ou Fury à Wembley, ou, voilà. Mais ils en font un par... Voilà, là, c'est quand même assez bluffant de se retrouver là avec du coup avec un Ares le vendredi où vraiment la qualité son et lumière de l'Ares, ça aussi c'est quand même assez bluffant. Alors je pense que c'est au Dôme hein, en grande partie, mais c'est assez surprenant. Je vous dis, après il y a comme un petit plateau où tu es interviewé à la fin des... Non, c'est franchement une bonne préparation pour les combattants. Allez-y, si vous avez l'occasion, je vous promets, vous ne serez pas déçus. C'est les musiques, le son, les lumières, le show, le timing aussi qui est très important, parce que comme vous savez, moi j'organisais beaucoup d'événements. J'ai eu la chance de ne pas trop être en retard dans nos événements, on était plutôt bien organisés, mais on n'avait rien à voir avec la reste. Hein. Non, à part les derniers, parce que on était drivés, mais pas comme ça là. Et puis on n'avait pas un commentateur qui parlait anglais, on n'était pas sur FC Fight Pass, sur l'équipe TV, sur BFM TV, Paris et sur RMC Sport, ou je ne sais plus sur quoi ils sont. Là ils sont sur tous les trucs quoi. C'est impressionnant. Non, franchement. Même la carte elle était très bien. Ouais, la carte était bien. On s'est régalé avec Baki, même tous. Hein, c'était des super oppositions. Et du coup, bien sûr que l'UFC c'est encore un autre niveau, il ne faut pas se leurrer. Mais c'est une belle porte d'entrée et c'est une belle antichambre en tout cas. Sincèrement, je pense. Moi, je sais que le Cage Warrior, il y a beaucoup de combattants qui m'ont dit que c'était très nul. Le Cage Warrior, l'organisation. Je parle pas la vidéo, mais on m'a dit c'est dans des petits gymnases, des fois, tu as l'impression. Bon, il n'y a pas. Apparemment, c'est pas. Mais tu le vois des fois, tu sais, on avait l'impression que c'était comme des boîtes de nuit. Alors, je sais pas où c'est qu'ils font ça. Je sais pas s'ils ont un lieu attitré pour le faire. Mais ça fait pas rêver quoi. Après attention, tu as des événements, par contre en Europe, tu as un événement que c'est un truc de fou, c'est le KSW. KSW, je vous le certifie, c'est un truc de dingue. Là, c'est vraiment, c'est le Pride de l'époque quoi. Là, c'est un truc de fou quoi, les entrées et tout, ça rigole pas du tout. Les Polonais, ils ont une culture. Ouais, ils ont une culture de ça. Et on est bien placé pour le savoir parce qu'Olympe, qui était nos partenaires, était partenaire du KSW. Et c'était une boîte polonaise du coup. Parce qu'Olympe est une boîte polonaise. Donc en fait, voilà, donc ils sponsorisaient tous les combattants. Et donc ils nous envoyaient plein de vidéos et tout. Et donc c'est pour vous dire, le KSW c'est quelque chose, pour information, c'est là où combat Saladin Parnasse. Et dont il est le champion. Donc c'est vraiment, au niveau organisation, moi je pense que c'est une des plus belles au monde. En termes d'organisation, je ne parle pas en termes de visibilité. Alors, Lucarou qui nous dit, doit-on commencer par la lutte si on veut devenir bon au sol? Alors, on a toujours eu des questions sur la lutte, le sol, etc. Mais là, c'est commencer par la lutte pour aller au sol. En fait, il n'y a pas de réellement
Déjà, déjà, on va te répondre clairement, non, pas du tout, parce Ouais, que oui, 99% des mecs n'ont pas fait de lutte, ceux qui sont forts au sol. ouais, Ils en oui, font après, oui. mais ils n'ont pas commencé par la lutte. Ouais. Pour être bon au sol, ouais, c'est vrai qu'au niveau, par exemple, si tu regardes dans la LBJF encore moins la DCC, parce qu'il faut quand même jouer avec le règlement, donc il faut quand même un peu de lutte. Mais c'est vrai qu'en IBJF, la plupart ne luttent pas et ils ont un sol de malade. C'est clair. Donc c'est après, à long terme, si c'est pour dériver vers le MMA, c'est quand même Ah ben, vaut c'est mieux commencer. obligatoire, vaut mieux, ouais. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs de MMA qui travaillent la lutte, hein. Donc vous pouvez aller directement Ah, dans un club de MMA, mais ouais. c'est sûr que, parce que Non, club de parce lutte, que tous les clubs- malheureusement, de lutte libre pure. il n'y en a plus beaucoup. Donc, vraiment, voilà, c'est assez compliqué de trouver Ouais. des gros clubs de lutte libre, C'est vrai que dans les clubs de MMA, maintenant, ils ont des cours de lutte, maintenant, du coup. spécifiques MMA en plus. Mm. Donc ça, c'est vachement intéressant. Mais non, c'est pas obligatoire. Ouais, C'est pas obligatoire du tout. Mais je trouve que c'est quand même, même sans optique MMA, je trouve ça quand même dommage de partir sur du sol pur sans lutte. Ah Je ben, trouve complètement. s'il y a les moyens d'avoir un club à côté de chez soi, autant Oui, en profiter, ouais. si tu as un club à côté, vas-y. Fonte, ça sera que du bénéfice. Si en plus derrière, tu arrives à le transférer, ça Ouais, sera ouais. génial. Donc les amis, comme je vous disais, là, il va y avoir pas mal de podcasts. Donc on a eu beaucoup de suggestions de vidéos. On va avoir du coup sur la préparation mentale. Hein, j'aimerais avoir ma directrice de recherche parce qu'elle était spécialisée dans ça. Donc je vais la contacter. Dès que j'aurai eu son aval, je vais essayer de faire un podcast avec elle. J'aimerais avoir 2 intervenants sur la respiration, du coup. Mon ami Sean, tu sais, qui est aussi ouais, Sean, ouais. qui est un spécialiste de la respiration, et que lui utilise des outils qui sont très intéressants pour récupérer des données. Et surtout, ça lui permet d'avoir un feedback. Donc en plus de ça, il le transfère un peu aux outils dans lesquels on pourrait être amené à travailler pour avoir des données derrière sur lesquelles il peut quantifier, analyser et derrière, s'il y a besoin de réorienter quoi que ce soit, tu vois, voilà. Donc en fait, il a comme des statistiques dans les zones dans lesquelles il va évoluer. Je trouve ça vachement intéressant. Et en plus, en même temps, je pourrais discuter vraiment sur quoi ils se sont appuyés, si c'est un appui empirique, parce que quasiment toutes les données sont empiriques, et lui, ce qu'il a observé en tant que coach. Est-ce que ça diffère de ce qui est mis en avant dans les livres les plus connus ou pas, ou est-ce que lui, il a noté d'autres différentes assez significatives. Préparateur physique dans le rugby en plus. Oui, en plus, c'est préparateur. Et il m'a invité sur sa chaîne, il m'a réinvité il n'y a pas très longtemps, et là, je trouve que c'est une bonne occasion aussi. Tu vois, de le réaliser. Et mon copain, l'italien aussi, là, qui est génial. Mais lui, il est un peu plus spirituel, tu vois, à côté de ça. Lui, c'est vraiment... c'est le Wim Hof, quoi. Tu vois, il va dans la glace et tout. Mais c'est cool, parce que c'est une autre vision. C'est une autre vision, tu vois. Et donc, il y aura plus un qui sera vraiment axé sur le sport, avec des feedbacks et tout, et l'autre qui sera plus axé sur en même temps philosophie. Mais tout se rencontre, parce que quand j'ai regardé la conférence sur la respiration, les deux, ils avaient lié les deux. Ils avaient lié des spécialistes, je ne sais plus si c'était des chirurgiens qui étaient spécialisés dans le poumon, je sais qu'il y avait un professeur d'anatomie spécialisé dans le système respiratoire, et à côté de ça, tu avais des profs de yoga, tu vois, donc c'était vachement intéressant, parce qu'en fait, c'est quand même rare qu'ils arrivent à se mélanger, à se côtoyer. En général, il y a comme une opposition entre les deux. En quelque sorte, parce que c'est sûr que c'est difficile. Mais comme je dis, il ne faut pas cracher sur l'empirique. Et ça va aller du coup en corrélation avec l'outil sur lequel moi et Fred on est en train de se pencher. Et les conférences du coup, que je suis en train de me taper pour essayer, après derrière, de vous les vulgariser. Le seul problème qu'on a, c'est que c'est des vidéos, vous avez bien vu quand j'ai fait la vidéo sur les études scientifiques, comment plus ou moins les identifier. On n'a pas fait beaucoup de vues, donc c'est pas très encourageant. On a fait 2 ou 3 000, je sais même pas. Hein. Je dis des bêtises, je crois qu'on a fait moins que ça. Je crois que c'est 1500, non mais par contre, voilà, sur les 1500, c'est quasiment, je pense qu'il y a 1000 coachs, quoi. Ouais, c'est ça le gros paradoxe, tu vois. Même mais bon. L'interview avec Adrien, je reviens de la main, c'est pas la vidéo qui a fait le plus de vues. Elle a quand même fait plus de 4000, je crois. D'accord. C'est quand même encourageant. Ouais, Surtout que là, maintenant, on va avoir d'autres intervenants. Mais c'est sûr que voilà, c'est des gens qui ont. Leur temps est pris, vous vous doutez bien. C'est des gens qui sont dans des CHU, c'est des chercheurs en général aussi, également, parallèlement. Là, je suis en train de voir avec un doyen de fac aussi. Mais bon, son emploi du temps est assez compliqué, tu vois. C'est le mec en biomécanique là. Donc voilà, tout ça, c'est des personnes de très très haute qualité que. Aucune chaîne en réalité de MMA dans le monde ne fait intervenir des mecs un peu Qui sortent un peu. Je dirais pas de ce calibre, mais voilà, de ces personnes quand même qui sont habituées à faire de la recherche
d'intervenir aussi sur des méta-analyses qui valident aussi des études, mais bien sûr. Et donc, qui suivent plein de doctorants, que ce soit, je dis, en bioméca, que ce soit en médecine spécialisée ou pas. Hein. Mais voilà, donc je trouve ça intéressant. J'espère que. Bah, de toute façon, on sait que quand on s'aventure quand on s'aventure dans des chemins comme ceux-ci, on fait moins de vues. Hein, on Ouais, n'a pas de. on On n'est n'est pas pas. le but non plus là-dessus, là. C'est pas. Voilà, on fait moins de vues, c'est moins précis. Mais c'est clair que quand on voit l'organisation que c'est pour les faire venir, Ouais. ça nous. Pas que ça nous vexe, mais Non. ça nous vexe pas, mais je veux dire, c'est pas. C'est très très dur de faire venir des intervenants de cette qualité parce que c'est des gens qui font des conférences. Et quand ils font des conférences, voilà, c'est pas de la rigolade, quoi, les gars. Hein. Vous vous doutez bien qu'ils font des conférences, ils ont un parterre de médecins. Ça rigole pas là. Donc, ils sont gentils, les deux mecs du MMA là, dans leur cage. Mais voilà, faut se rendre compte, les amis, qu'on essaye de véhiculer, d'élever le niveau. C'est pas évident. Mais en tout cas, voilà, on essaie de vous enrichir. Et là, les outils, je vous promets, qu'on va recevoir, c'est vraiment des outils très très particuliers. Avec Fred, il vous fera peut-être un cours sur le vecteur de force, etc. Ça serait pas mal, mais il faut que ça soit lisible aussi. On va s'y pencher dessus pour essayer de vous faire un truc un peu comestible, si je puis dire. Mais voilà, pareil, c'est des outils très pointus, les amis. Ça n'a rien à voir avec des outils comme des barres ou des kettlebells. Donc voilà, il faut comprendre. C'est limite des outils qui sont plus pour de la qui sont pour la performance, mais qui sont encore qui sont utilisés plus ou moins par des chercheurs, etc. Mais c'est quand même des outils qu'on n'est pas prêt de les voir encore dans les structures, quoi. Et peut-être qu'on les verra sûrement. Et moi, je pense même personnellement qu'on les verra jamais. C'est pas rentable. Donc voilà. Donc voilà, les amis, j'espère que ça va vous enrichir. En tout cas, que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. En tout cas, on a eu beaucoup de messages, hein, beaucoup d'entraîneurs qui sont venus nous voir. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette petite parenthèse. Et comme vous nous avez encouragé à continuer, on va le faire de plus belle. Dès qu'on a le design du t-shirt, en tout cas le dessin qu'il y aura dessus, on vous le partage sur Insta. On vous demande du coup ce qu'ils en veulent. Et après, c'est parti. Pensez à nous mettre un petit like, un petit commentaire. Pensez à nous dire à vous aussi ce que vous avez pensé. Et si vous avez des questions pour la prochaine FAQ qui aura lieu la semaine prochaine. Merci à tous.